Hello, dear listeners. Bienvenue sur Stamina by Rowing 20s, le podcast où l'on parle performance féminine en running, Spartan Race et compétition hybride. Les vraies discussions d'entraînement, les galères du terrain, du quotidien et les jokes qu'on garde entre nous. Alors mets tes baskets, parcourir, tu es en bonne compagnie. And remember, never lose your stamina. Du coup, on va pas te faire ça avec des haricots, mais allez, mange un peu de légumes. Que mes mains ont fait un effet fer à repasser sur une des barres du monkey. Donc avec l'eau plein les yeux, c'est vraiment pas évident de lancer un javelot. Je ne sais pas toi Clémence, mais moi je suis un peu déboussolée par le fait qu'il fasse jour encore à 21h. Ça y est, on est sur les jours les plus longs de l'année. Ouais, mais c'est trop cool. D'ailleurs, il me semble que tu m'avais dit que t'adorais ça. Oui, c'est vrai, mais là j'ai eu du mal à m'y faire cette année par rapport aux autres années où je suis vraiment ravie. Là, je sais pas, j'ai mon horloge biologique qui ne s'est pas remise de ce changement d'heure. Et du coup, ça me perturbe qu'il fasse aussi beau, aussi jour, et que, entre guillemets, je doive aller me coucher. Donc, je vais essayer de me remettre. Ce week-end, j'ai dû aller faire ça s'appelle mes ICP de pompier. Voilà, et il y avait donc un test VMA à faire, et on s'est donné rendez-vous dimanche matin à 9h. Et du coup, c'est pas que ça s'est bien passé ou mal passé la séance, je l'ai faite. Mais tout le reste de la journée, j'ai eu mes super faim de sucre. Et je suis allée à la boulangerie, chose que je fais super rarement, acheter 4 pains au chocolat. Et j'ai pas mangé les 4, j'ai partagé bien évidemment avec John, mon compagnon, Ah oui, mais quand même, c'était vital. Il me fallait ces croissants, il me fallait ces choses-là. Et déjà à midi, je m'étais quand même fait des tartines de confiture. Et j'ai mangé ce goûter seulement 2 heures après le repas du midi. Donc j'ai vraiment eu des dalles de sucre toute l'après-midi. Et le soir, j'ai encore eu faim. J'aurais bien mangé une pizza, je l'ai pas fait non plus. Mais ouais, j'avais faim de fou, quoi. Ça m'a trop retourné de faire cette séance le matin. en vrai, c'est vraiment hardcore quand ça fait ça. Bien sûr, au bureau, ils t'offrent des snacks sucrés, tu vois. T'as tendance à vraiment manger ces gâteaux-là qui sont trop bons. Genre, j'ai fait Belvita, les barres de céréales Frosties. J'ai retrouvé les Frosties de Kellogg's, le tigre, là. Ça, c'était le Ah pire. ouais! Ah ouais! Ah non, mais surtout qu'en fait, les gens t'influencent. Parce que c'est vrai que chez soi, alors on bouge un peu moins, on est un peu plus sédentaire, on a tendance quand même à aller voir un peu dans les placards, mais ça reste des choses que toi, tu as choisies dans le magasin. Mm. Donc, par conséquent, si tu es un peu regardant sur ce que tu manges, tu vas pas non plus acheter trop de la merde. Par contre, quand tu es au bureau, pour toi ou moi à la caserne cette semaine, les gens ramènent de la nourriture que tu n'aurais pas acheté et ils t'en proposent. Et ils te font même culpabiliser si tu refuses. Du coup, je te jure, moi hier à la caserne, j'ai mangé à midi 3 parts de gâteau. Déjà, rien que Oh, ça. punaise. Du coup, on m'en a servi 2 dans l'assiette. En plus, c'était mon premier jour dans une nouvelle caserne. J'avais envie de me faire un peu accepter, donc j'ai accepté ces parts de gâteau. Et il restait une dernière part. Et on me l'a foutu d'office dans l'assiette. Et 2 heures plus tard, il y a eu un goûter, tartine de Nutella. Et là, j'ai refusé. J'étais là, j'en pouvais plus du sucre. J'ai dit non, je pouvais vraiment pas les manger. En plus, je voulais aller courir juste après. Du coup, ils m'ont dit, mais allez, genre limite, je suis passée pour la relou qui voulait pas manger de Nutella. Et alors que non, mais j'avais juste enfilé déjà 3 parts de gâteau 2 heures plus tôt, quoi. Tu sais quoi, la prochaine fois que je suis devant un dilemme comme ça, ou le paquet de gâteaux au bureau, je penserai à toi, je t'enverrai un message pour qu'on se dise non, il ne faut pas en manger, on va regretter. C'est la pression. Mais c'est comme avec l'alcool, quand t'es en soirée et que tu dis que tu bois pas d'alcool, les gens ils te disent, me allez, vas-y, c'est rien, bois une petite bière, fais pas ta relou. C'est vrai qu'il y a quand même une pression sociale à manger ou à boire de la merde. Ouais. Et pour le coup, on va pas te faire ça avec des haricots, mais allez, mange un peu de légumes, franchement. Ah, j'avoue. Écoute, l'alcool, moi, ça me le fait pas, parce que c'est un non strict de ma part, mais oui, je comprends tout à fait et je sens aussi ce côté pression sociale. Et même, tu vois, le fait de pas sortir le midi, acheter ta bouffe quand tout le monde le fait et manger des trucs un peu chelous, genre des œufs durs que tu t'es fait le matin, tu vois, avec une banane, parce que en fait, c'est beaucoup plus léger à digérer. T'as pas mal au ventre, t'es pas fatigué et ça cale et ça apporte exactement ce dont on a besoin pour le reste de la journée. C'est très bizarre quand les gens s'enfilent un ramen ou un steak avec des pâtes, tu vois. Oh Bon, my goodness. allez, un peu de sérieux dans tout ça. Peut-être qu'on va débriefer
ce fameux marathon de Copenhague. Yes. Et oui, c'était le 10 mai à Copenhague. J'avais effectivement pour objectif de faire le marathon en moins de 3 heures. Donc, dans les précédents épisodes, on vous avait parlé justement de la préparation de ce marathon et des différences entre la préparation d'un marathon et d'une Spartan Beast. Donc bon, entre guillemets, pas de spoiler ou spoiler alerte dévoilé très rapidement sur ce marathon. Je n'ai pas fait sub 3 heures, je n'ai même pas terminé le marathon. J'ai été arrêtée par mes blessures. Donc, en fait, j'avais déjà depuis des semaines et des semaines sur les sorties longues des grosses douleurs aux ischios, aux moyens fessiers et aux hanches dues à des tendinites très très prononcées. Il y a des contractures musculaires. Et donc, j'ai épluché un peu ce que ça pouvait être. Et finalement, c'est un mix entre des tendinopathies et du coup, tellement en fait, d'inflammation entre les muscles et les tendons dans les fessiers, dans les moyens fessiers et les ischios, que mon corps se protège et fait de l'inhibition musculaire. Donc, c'est un terme un peu barbare pour dire qu'en gros, mon système nerveux et ma communication entre le cerveau et les muscles ont décidé que la contraction musculaire de l'ischio était trop dangereuse et risquait de causer des lésions, donc des déchirures musculaires ou des arrachements des tendons, partiels ou total. Et du coup, le muscle ne se contracte plus entièrement. Et l'autre partie, bien moins fun celle-ci, c'est qu'avec ça vient des charges électriques, donc qui est l'équivalent en fait des communications neuronales entre le cerveau et les muscles. Et donc, c'est vraiment comme si on ressentait, comme si je recevais finalement des décharges électriques dans les ischios et les moyens fessiers à chaque pas, quoi. Là, vraiment, dès le 16e, j'ai eu des décharges vraiment fortes et vraiment pas d'aisance à courir. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Et puis, très rapidement, en fait, même d'un point de vue énergétique, j'étais très fatiguée dès le début. Le matin, pareil, j'étais pas bien en me levant. Donc, j'y suis quand même allée. Et en fait, en partant, j'étais déjà très faible au niveau sucre, je pense. Donc finalement, les 10 premiers kilomètres ont été faits dans les temps. J'étais même 20 secondes en avance. Mais j'étais crevée, quoi. Je trouvais que c'était trop dur pour un effort marathon. J'ai pas trouvé que les 10 kilomètres étaient simples, alors que dans mes 2 précédents marathons, j'avais trouvé que les 10 kilomètres étaient passés super vite. Là, vraiment, j'ai senti, quoi. Donc je pense pas que ça soit un problème. Je suis très contente d'avoir arrêté au 36 parce qu'effectivement, en fait, j'ai fait les 80%. Et j'avais envie de passer la ligne d'arrivée. C'était le côté le plus frustrant de se dire non, il faut que je m'arrête. Et j'ai vraiment réfléchi à ça pendant du coup 10 kilomètres. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue parce que finalement, j'allais pas le terminer en 3 heures. Ça, c'était sûr et certain depuis le kilomètre à peu près 16-17, où vraiment mon allure a chuté. Je suis passée de 4,15 à 4,25, 4,30 et j'avais mal aux jambes. Et puis après, au 22e kilomètre, je me suis carrément arrêtée auprès de ma mère. Je lui avais prévu une nutrition. J'ai pris une nutrition, mais j'ai aussi changé de chaussures. Mais je savais très bien que c'était mort et que j'allais pas faire 3 heures. Mais en fait, j'ai vraiment perdu en vitesse et je pensais pas perdre autant. Et en fait, j'étais même pas à 4,30, j'étais à 5, 5,10. Et en fait, 5, 5,10, même mon premier marathon, je l'ai couru plus vite. Donc c'était vraiment une question de blessure, de mon corps ne veut pas courir en fait, ne veut plus y aller. Et donc, je pense pas que ça ait changé grand-chose que j'ai fait de la marche-course pendant 10 kilomètres pour arriver jusqu'au 36. Par contre, je suis très contente d'avoir arrêté parce que les 4-5 de plus auraient pu être vraiment... Fatal. Ouais, fatal, ouais. Ouais, tu t'es protégée quand même. T'as quand Voilà. même agi en conscience et t'as pris une décision sage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été au bout, qui se seraient dit, bah allez, je veux quand même aller au bout pour ma famille, pour la médaille ou autre, peu importe, tu vois, juste pour le fait de pas abandonner une course. Parce que ça, dans notre inconscient, ça reste un échec. Alors que bah là, en fait, t'as été sage sur ce point-là. Et de toute façon, t'allais pas à ce marathon pour le terminer, t'allais à ce marathon pour un objectif de temps qui rentrait à ce moment-là plus en lice. Donc finalement, l'objectif était déjà mort. Donc finalement, t'es restée droite par rapport à ce que tu voulais, quoi. Je pense. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu une question de se dire ça fait chier, je suis avec ma famille, j'aime pas du tout abandonner une course, je vais pas avoir la médaille. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur, au plus profond. Vraiment, je me suis dit, ah, j'aurais pas la médaille. En plus, cette médaille, elle était belle, je l'avais vue avant sur les réseaux. Je me suis dit, ah, elle a l'air trop stylée.
Et le moment aussi que j'adore, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais ce moment où tu prends le dernier virage et il te reste littéralement 200 mètres et tu vois la ligne d'arrivée, c'est un des meilleurs moments, surtout en Ouais. marathon. Tu te sens vraiment voler et c'est un moment ultra émotionnel. Et oui, j'ai dû renoncer à ça. Mais comme tu l'as dit, c'était pas l'objectif de terminer. Ma mère m'a aussi dit la même chose. Elle m'a poussée à chaque fois en mode allez, vas-y, termine-le. Et la deuxième, troisième fois que je l'ai vue, elle a dit non, mais je comprends, c'est pas l'objectif, c'est pas de terminer pour toi. Et effectivement, c'était le 3 heures, le sub 3 heures l'objectif. L'autre objectif secondaire que je m'étais donné en sachant que ça allait être très, très, très risqué d'aller chercher le sub 3 heures et c'était vraiment un long shot, c'était de au moins avoir une meilleure allure et faire mieux que 3h13 qui est mon RP. Et, quoi. Ouais, et au moins m'éclater quoi sur la course. Tu vois, au moins me faire plaisir en courant, avoir une belle foulée, aller un peu plus rapidement et voir à quel point je pouvais pousser sur du marathon, vraiment m'éclater. Et là, il y avait zéro éclate, il y avait zéro foulée, il y avait rien. J'étais à plus de 5-15 et quand je devais marcher, en fait, je suis vraiment tombée à du 7 minutes au kilomètre et puis je ne pouvais même plus courir. Donc c'était juste de la torture. Et en fait, même terminer les 5 derniers kilomètres m'aurait pris minimum 1 heure. Donc on partait sur un effort, avec des guillemets, de 4 heures, 4h15. Et là, effectivement, tu t'en remets pas pareil, niveau corps. Il y a eu un autre point qui a, entre guillemets, pêché, et pas vraiment pêché parce que je l'avais pas du tout travaillé, c'était la nutrition. J'ai pas trouvé comment travailler cette nutrition en entraînement. Et même, j'ai testé des gels une fois, c'est tout. Et là, pendant la course, en fait, je me suis rendu compte que les gels me saturaient, mais dès les premières bouchées. C'était pas forcément une sensation de nausée, mais ça y ressemblait. Ça me faisait aussi une sensation d'hypoglycémie réactionnelle, que ce soit possible ou pas en effort sportif. Moi, j'ai cette sensation en tout cas. Donc, pour moi, le gel n'est pas la solution. J'ai quand même réussi à prendre des pâtes de fruits et des abricots, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, il y a ça qui a vraiment pas fonctionné. Et de toute façon, j'étais aussi en fin de cycle. On n'en parle pas forcément assez, mais moi, j'ai un cycle très, très long. Et là, j'étais rentrée dans une période de vraiment gros syndrome prémenstruel qui a duré bien plus longtemps, mais j'avais pas l'énergie, quoi. J'avais vraiment pas cette envie de me battre, pas l'énergie. Et en fait, quand tu pars comme ça, quand tu pars aussi un peu en fatigue à cause de ça, ou du moins que tu le sais, finalement, c'est que des facteurs qui font que le moment où ça va pas bien, au lieu de te dire c'est passager, ça va aller, tu te dis franchement, j'ai pas envie de me battre, quoi. Donc voilà. Tout à fait, ouais. C'est vrai que même le mental, en fait, t'as pas forcément envie de te battre dans ce cycle-là. J'ai l'impression que la dernière semaine, t'es un peu en mode je m'en foutiste, en mode tant pis, puisque c'est ça, puisque le destin l'a décidé comme ça, je m'en fous. Enfin, moi, je sais que j'ai grave cette tendance à abandonner beaucoup plus facilement. Alors, j'abandonne jamais, mais dans ma tête, c'est comme un abandon. Quand tu lâches l'effort, c'est comme un abandon. Au final, j'ai toujours l'impression que cette semaine-là, avant les règles, j'ai pas le mental. C'est ce qui s'était passé à Valmorel. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode 2. Mais voilà, donc c'est terminé. J'ai gardé mon dossard. Je le mettrai quand même en exergue, je pense, chez moi, comme un beau trophée de premier Did Not Finish, donc DNF. Et puis on repart et ça a juste vraiment décuplé mon envie d'aller rechercher du marathon, d'aller courir encore plus, je pense. J'étais sur un peu un ras-le-bol et là, en fait, je me dis non, j'ai vraiment envie de continuer à m'améliorer, à pousser l'entraînement plus loin, à m'éclater plus en courant. Donc c'est ce que j'essaie de faire, nonobstant le fait qu'il faut que je traite cette blessure. Ouais, je trouve que quand même ton débrief, il est quand même positif parce que j'avais peur de quand même t'entendre dire ouais, le marathon, c'est mort, j'arrête, je veux plus jamais en faire. Et tu régénères quand même l'envie d'en refaire un, de l'espoir d'y arriver, de l'envie de courir encore plus et encore plus vite et encore mieux. Donc c'est pas un débrief que je trouve négatif, au contraire, je trouve que tu rebondis quand même bien sur la situation. Et donc voilà, et grâce à toi aussi, je sais ce que ça veut dire DNF parce que je ne le savais pas jusqu'à présent que ça voulait dire Did Not Finish. Oui, et tu as aussi tu as l'équivalent qui est DNS, donc Did Not Start. Ça, c'est carrément quand tu ne vas même pas à la ligne de départ et que tu ne passes pas à la ligne de départ parce que souvent tu es blessé. Voilà, donc ça, c'était mon petit récap à moi, qui était certes bien moins, je pense, réjouissant que le tien à Carcassonne-Clémence. Si je ne me trompe pas, tu as fait une super course. C'était la Spartan Race Carcassonne, donc la deuxième course de la série française des National Series. Et Carcassonne, cette année, c'était sur la Beast, les National Series. Donc, toi, tu avais déjà fait la Beast l'année dernière, mais ce n'était pas une National Series.
Et vraiment, cette année, c'est quand même une course majeure des séries. On a beaucoup de challenges, des protagonistes vainqueurs côté française, côté femmes, qui sont Perrine et Mallory sur la première course à Valmorel. Du coup, là, toutes les cartes sont rejouées, enfin, étaient rejouées. Et toi, tu as pu aussi avoir joué tes cartes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Carcassonne? Comment tu as abordé cette course qui est vraiment majeure dans la saison? Oui, effectivement, j'étais très contente de pouvoir aller courir à Carcassonne parce que déjà, c'est un peu sur mes terrains d'entraînement que j'ai eu ces dernières années. C'est une destination que j'affectionne particulièrement. Et en plus de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais déjà testé ce format Beast l'année dernière, alors que ce n'était pas une National Series. Mais effectivement, je me suis dit, c'est bien, au moins, j'ai l'expérience de cette course. J'étais pas la seule. Mallory l'avait fait aussi l'année dernière et Lara également. Mais ça m'a quand même rassurée de savoir à quoi allait ressembler cette Beast de Carcassonne. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'était une course assez importante vu que c'était le deuxième volet des National Series françaises. Et ça me tenait vraiment à cœur en fait de faire un bon résultat sur cette course parce qu'à Valmorel, on en avait déjà débriefé, ça n'était pas tip top pour moi. Et voilà, donc j'avais tout à cœur de montrer que je pouvais aussi réussir à faire des belles perfs sur des National Series et encore plus en France. C'est vraiment compliqué parce qu'on connaît toutes les coureuses, donc on a tendance à aussi se faire beaucoup de plans sur la comète. Et je suis contente d'avoir pu quand même tirer mon épingle du jeu malgré le stress, malgré de me dire que waouh, toutes ces filles sont juste incroyables et que c'est toutes des athlètes formidables. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu tirer mon épingle du jeu. Et du coup, ton épingle du jeu, ça veut dire quoi? Tu as eu quel résultat? Je suis arrivée derrière les deux fusées donc, que tu as déjà citées tout à l'heure, qui sont Perrine et Mallory, qui avaient déjà fait première et deuxième sur Valmo et qui ont refait première et deuxième sur Carca. Effectivement, j'ai entreaperçu Mallory sur la course et j'ai jamais vu Perrine. Mais voilà, en tout cas, il y a eu une bataille qui s'est jouée pour la 3e place, dont j'ai fait partie, avec entre autres Inès, Gwenaëlle aussi, Dorian, j'ai vu aussi sur le parcours pas mal. Et Lara est remontée sur le finish. Ça, c'est vraiment à chaque fois dans son jeu, elle arrive vraiment à remonter sur le finish, sur le village Spartan. Donc la 3e place a été quand même assez disputée et je suis très contente. J'ai réussi à la tenir malgré mon échec au javelot, ce qui peut parfois faire basculer la course. Et en l'occurrence, je suis contente parce que malgré cet échec au javelot, j'ai pu conserver cette 3e place avec l'avance que j'ai pris en running. Et tu peux nous en parler un petit peu plus du running Carcassonne? Tu l'as senti comment? Il y avait un grand passage dans l'eau cette année. C'est pas nouveau, mais le passage là était long. D'habitude, c'est plus fréquent. Il y a un montée de corde qui démarre dans l'eau. Cette année, il n'y avait pas. Comment tu l'as senti niveau running et comment tu l'as senti niveau obstacle? Alors, Carcassonne, c'est un parcours assez cross, je trouve. Et j'aime beaucoup ce type de format. Ça change vraiment parce que souvent, on est en montagne pour faire les Spartans. On a une montée sèche et une descente sèche. Et là, c'est vrai que c'était du vallonné, quoi. Du vallonné tout le temps. On était rarement sur le plat-plat. Donc, il y avait beaucoup de relances possibles, beaucoup comment dire, les montées pouvaient être aussi fatigantes, mais elles duraient jamais non plus trop longtemps pour que l'organisme soit à bout. Donc, c'était vraiment super intéressant par rapport à ça. Et effectivement, des passages aquatiques, mais peut-être pas autant que d'habitude. C'est déjà arrivé sur Carcassonne d'aller 3 ou 4 fois dans l'eau. Là, on n'y allait que 2 fois dans l'eau, mais il y a eu quand même une grande traversée de lac, pour le coup. Et avec un petit mur à la fin où il fallait passer sous le mur, sous l'eau. Ça, c'était vraiment très marrant, avec un enchaînement sur le javelot de l'autre côté. Donc, avec l'eau plein les yeux, c'est vraiment pas évident de lancer un javelot. Ça a été quand même assez rude, je pense, à cause de ça, en fait. Mais très intéressant et l'eau était très bonne cette année. Je me suis régalée à nager, chose que j'appréhende d'habitude. Mais là, en tout cas, je me suis vraiment régalée. L'eau était extraordinaire. Et comment tu l'as senti au niveau des obstacles par rapport à ce que tu avais fait à Orthé? Est-ce que tu as senti la bataille avec les autres filles pour la 3e place? Est-ce que ça s'est joué un peu sur les obstacles? Ou est-ce que vraiment c'est le run qui a été déterminant? Je dirais un peu les deux. Je pense que le fait d'avoir raté quasi aucun obstacle, ça y a joué, ça y a contribué grandement.
Parce que c'est vrai que j'ai perdu Dorian et Gwenaël sur, je crois, leur échec au Twister, si je me trompe pas. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait pas mal la course en duel en fait avec Inès Thévenot, qui est très solide en obstacle aussi, et elle n'a pas non plus fait d'échec sur les obstacles, mis à part le javelot également. Donc je pense que grâce à ça, on a pu se détacher toutes les deux aussi du reste du peloton. Et je crois que la plupart des coureuses derrière ont potentiellement loupé aussi soit le balance beam, soit le twister. Donc ça a quand même contribué au fait de prendre un petit ascendant, on va dire, sur la course. Mais je pense que le run aussi, j'étais pas mal ce jour-là. J'avais pas beaucoup dormi, donc je me suis un peu surprise à réussir à courir quand même à mon rythme. Mais c'est vrai que la course m'a permis en tout cas de prendre une petite avance sur Inès, que je savais redoutable sur tous les obstacles finaux. Et du coup, c'est grâce au run que j'ai pu prendre cette petite avance. Donc je dirais les deux. Eh bien, chers auditeurs, vous devriez passer maintenant le pas de la porte. Vous avez dû bien chausser vos chaussettes. Let's go. C'est le moment de passer à la session. Et donc la session du jour va se concentrer justement autour des beasts et des différents formats ou types de beasts que peut proposer Spartan en fonction des destinations. On a fait 3 épisodes, donc celui-ci c'est le 3e, sur l'entraînement du long, la prépa du long. Et donc on va clore ce triptyque en vous expliquant un peu plus, en vous présentant un peu plus les différents types de beasts chez Spartan, comment nous on les a approchés, quelle a été notre première expérience en beast, les variabilités en termes d'entraînement running, en termes d'obstacles, en termes d'efforts et de types d'efforts sur ces beasts. Et puis on vous donnera bien sûr nos petites anecdotes d'expérience du terrain quand on commence par la beast la plus dure. Clémence, est-ce que tu peux nous dire quelle beast tu as faite en tout dans ta carrière avec Spartan? Quelle destination? Alors, j'en ai fait quand même pas mal parce que c'est vraiment le format que j'affectionne le plus. J'ai commencé par Andorre, puis Morzine. Ensuite, je pense que ma 3e beast, ça devait être Estérel, puis probablement Lati, Barcelona, Orte et Carcassonne. Ceci dit, non, Carcassonne, c'était avant pas mal de ces destinations. Mais bref, voilà, je pense que tu as le palmarès complet de toutes mes beasts. Et toi, est-ce que tu en as certaines que j'ai pas nommées que tu as faites? Écoute, pareil que toi, moi j'ai fait aussi les mêmes, mais pas Carcassonne, j'avoue. Et j'ai pas fait non plus Barcelona. Moi, la beast, c'est pas forcément mon format. Donc, c'est vrai que je suis plutôt super et j'aimerais bien faire beaucoup plus de beasts là, beaucoup plus de types de beasts différentes. Par exemple, je crois que si on revient sur les premières qu'on a faites, c'est Andorre, on l'a fait toutes les deux. Ouais, Fran- effectivement. Franchement, Andorre, on est bien d'accord, c'est la plus dure ou une des plus dures du Ah circuit oui, Spartan, quoi. tout à fait. C'est réputé pour. Et notamment, je pense qu'on l'a vécu peut-être de manière aussi difficile parce que c'était notre première. Mais je pense que c'est pas qu'une illusion de l'esprit. Je pense que là, vraiment, réellement, c'est plus difficile que les autres. Parce qu'on a justement ce côté montagne, je trouve, à Andorre, mais on a plusieurs montées coriaces. Ce qui Mm. n'est pas le cas sur une comme Morzine, tu vois, ou autre, où il y a vraiment une montée et une descente. Andorre, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir dû relancer dans la fatigue sur un truc quand même conséquent. Je sais pas si toi, ça te laisse aussi ce souvenir-là. Ouais, en fait, moi je me rappelle d'avoir eu donc une première montée sur le 2e kilomètre qui était déjà longue. Mhm. Après, un format un peu plat pendant 2 kilomètres autour d'un lac, mais qui n'était pas spécialement roulant, un peu compliqué. Puis une montée interminable pour arriver dans les hauts pâturages, où là, pareil, c'était pas roulant, la partie plate. On marchait pas mal dans les prés, dans de la boue, entre guillemets. Donc, c'est vraiment des prés qui ont été retournés par les vaches. Et moi, ce que je me rappelle surtout de cette beast, ça a été la descente encore plus interminable que la montée, parce que pas du tout roulante en fait, pas courable. Donc vraiment, la descente était pour moi aussi difficile, voire beaucoup plus difficile que la montée. Et en plus, arrivé à la fin, donc j'avais déjà fait 20 bornes, 23 bornes et raté pas mal d'obstacles. Donc pour moi, c'était effectivement la plus dure que j'ai pu faire. Toi, tu te rappelles un peu quelle était ton expérience sur Spartan avant de commencer cette beast?
Sur Spartan uniquement ou tu veux aussi savoir un peu en dehors quel type de préparation on peut faire avant une première biste ou quelque chose comme ça? Et ben justement, pour attaquer cette première piste, tu avais fait quoi comme cours chez Spartan et comment tu t'es préparé plus spécifiquement pour cette première piste? Alors, je pense que j'ai fait quand même énormément de super avant de commencer ma première biste. Je sais pas combien, hein, je sais pas si c'est de l'ordre de 5 ou 6, mais pour l'époque où je faisais pas énormément de Spartan, c'était beaucoup. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup entraînée sur les super et à côté de ça, j'ai fait quelques semi-marathons sur du plat, mais pas tant. Mais par contre, je me suis mise à faire quelques trails, des trails genre de 15 kilomètres avec un peu plus de dénivelé. Ça m'a quand même bien aidé à préparer ce genre de piste. Je pense même que le 15 kilomètres en trail est presque plus important que de faire des semi-marathons sur du plat pour préparer une piste Spartan, notamment en Andorre. Bah écoute, tu vois, de mon côté, ça a été un stress cette première piste. Je me rappelle m'être vraiment énormément entraînée, plutôt sur du long. Moi, j'habite à Paris, donc c'était pas pratique, j'avais pas de dénivelé à disposition. Et je me rappelle avoir fait vraiment des sorties de 25 bornes, alors dans le bois de Boulogne avec la peu de montée qu'il y a, et d'avoir essayé d'enchaîner certains petits obstacles street workout, mais vraiment d'avoir tapé des sorties longues à 25 km, potentiellement sous la chaleur, pour essayer de franchement simuler un effort de 25 km, et j'en étais très très loin. Et vraiment, ma préparation était insuffisante quand je vois l'impact, la demande que ça a demandé, la demande énergétique de cette piste. Et j'ai envie d'aller plus loin dans la prépa et dans la question pour toi aussi, c'est comment tu as anticipé les 3 4 jours ou la semaine avant la course de ton côté? Est-ce qu'il y a eu un truc en plus? Est-ce que tu as eu ce petit stress en plus? J'ai pas fait de choses spécifiques de différentes quelques jours avant la biste, mais par contre l'appréhension en fait, elle était globale depuis vraiment mon inscription à la biste jusqu'à la biste elle-même. Ok. Je pense que ça, pour sa première biste, en plus, la plupart des Spartan Racers viennent en général te titiller avant que tu aies fait ta première biste pour te dire tu verras, ça n'a rien à voir, tu vas vraiment douiller. Et du coup, les gens, finalement, ont cet impact de stress aussi parce que tu te fais toute une montagne sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, j'étais énormément stressée. J'avais l'impression que c'était genre le plus gros défi de ma vie, que j'allais peut-être jamais même redescendre de cette montagne. Et heureusement, j'avais une copine dans ma vague qui la faisait aussi, une copine qui s'appelait Charlotte, qui était très forte en Spartan. Après, elle a arrêté parce qu'elle s'est blessée. Mais ça me rassurait de savoir qu'on allait prendre le départ ensemble. J'avais un petit peu de soutien moral avant la course. Et elle, je crois que c'était aussi sa première biste. Donc, on s'était vraiment soutenus dans cette épreuve. Donc, voilà. Et toi, est-ce que tu as fait une préparation mentale? Est-ce que du coup, tu as fait une stratégie quelques jours avant Ouais, carré- figure-toi que moi, c'était un grand, grand projet, hein. J'étais ultra stressée. La course, c'était le samedi. Et moi, j'avais prévu des vacances carrément avant. C'est-à-dire que je suis arrivée, je crois, le mercredi soir, si je me trompe pas. Ouais, parce que j'avais prévu tout un plan d'acclimatation, comprendre où est-ce qu'on était avant sur le site, potentiellement repérer un peu le parcours. Et je me rappelle que j'étais tellement stressée niveau alimentation que, genre, les 2 jours d'avant, j'ai vraiment fait en sorte que mon alimentation soit hyper clean pour pas avoir de problèmes digestifs. C'était mes premiers efforts un peu longs. Je te félicite. Ouais, mais c'était même hyper over-engineered, comme on aime bien le dire en ATEC, c'est-à-dire que j'ai mangé genre riz carotte pendant 2 jours avant, pas du tout, vraiment réduction des fibres. Enfin, c'était vraiment des choses en mode je mettais un poil de fibres pour que ça se passe bien, mais pas trop. Beaucoup d'hydratation. Enfin, vraiment, j'ai fait tout le truc en mode gros marathon, quoi. C'était vraiment comme si je faisais un marathon. Et pareil, l'affûtage a été hyper précis, c'est-à-dire bah, le mercredi, j'ai dit que je faisais ça, le jeudi, je faisais rien, le vendredi, je réattaquais. J'avais été sur site sur les premières montées, je les ai fait dans l'autre sens pour comprendre comment était faite la montée. Donc non, non, moi j'étais ultra stressée, j'avais un ami à l'époque qui m'avait accompagnée. Donc pour moi, c'était un gros truc. Et je pense que franchement, ça a été à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, même pire, et que j'étais pas du tout prête physiquement. Et je me rappelle vraiment avoir déjà raté énormément d'obstacles. Et sur la descente, j'ai raté tous les obstacles de grippe. Donc j'ai dû me taper les burpees parce qu'à l'époque, il y avait encore les burpees.
Et vraiment, je suis redescendue de là et c'était un échec total, cette première piste. J'ai mis 3h45 et franchement, j'ai pas pris de plaisir et je me suis dit, punaise, mais je suis pas prête, je sais pas comment préparer ce type d'effort, quoi. Ça va encore, 3h45, franchement, pour une biste en Andorre, pour une première biste, moi je trouve que c'est pas ridicule, surtout si tu t'es tapé plein de burpees. Mais d'ailleurs, question, tu t'étais inscrite en élite du coup sur cette course ou pas, ou en open pour tester ta première? Non, non, j'étais en élite, ouais, ouais, toujours pareil. J'ai toujours couru qu'en élite, en fait. À part la toute première que Oui. j'ai fait en open, mais après, j'ai couru qu'en élite. Parce que justement, je voulais avoir les obstacles hyper secs, hyper clean. Ça, c'est un truc que moi, je recommande à tout le monde. En fait, l'élite, ce qui est génial, c'est que le parcours est super clean. Il y a moins de personnes qui sont passées devant, donc le terrain trail est plus propre. Il y a moins de trous. Et les obstacles sont secs, ou entre guillemets, plus secs. Ils sont pas pleins de boue non plus. Donc vraiment, j'ai kiffé être en élite. Je suis arrivée, je crois, dans les 10 premières, je sais plus, mais loin derrière le podium, hein. Je veux dire, c'était vraiment très loin par rapport aux filles du podium. Et j'ai beaucoup plus subi. Et certainement qu'au bout de 120 burpees, ou je sais plus combien de burpees j'ai fait, parce que j'ai raté tous les obstacles de grippe, finalement, bah, en fait, on n'en peut plus, donc on rate encore plus d'obstacles. Euh, je me rappelle qu'il y avait la tyrolienne, ça j'ai réussi, mais sinon tous les autres, en arrivant au haut de la première montée, au bout de 2 kilomètres, il y avait les multirigs que je passais pas à l'époque et il était un peu humide. Dommage parce que pour le coup, il faisait très beau, très chaud cette journée-là, mais celui-ci d'obstacle était à l'ombre. Et j'ai raté au dernier anneau, par exemple, alors qu'aujourd'hui, je ne le raterai plus. Ce ne serait pas un truc qui m'arriverait. Donc c'est vrai que une image très forte et un souvenir très fort de cette piste comme étant un effort trop dur pour moi, où j'étais pas prête. Mais parce que c'était aussi mes premières années spartanes, mes premières courses spartanes, où j'étais pas assez bonne en obstacle. J'avais un camelback sur le dos avec carrément le fil qui passe devant pour boire. Enfin, c'est Ah plus du oui, tout. oui, pareil, tout Ouais, pareil. c'est pas du tout ce qu'on aurait aujourd'hui. Donc finalement, on se spécialise. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin voilà, je prendrais comme je prends d'habitude sur mes bis, c'est-à-dire 2 ou 3 gourdes, mais jamais le fil avec le camelback derrière. C'est beaucoup trop lourd, ça sert à rien. Et puis bon, bah Et c'est forcément, très encombrant, ouais. C'est très encombrant et ce c'est fil, quand encombrant. tu fais des rampings ou des choses comme ça, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe tout le temps. Donc en fait, c'est hyper lourd et ça sert à rien. Donc voilà, je dirais que moi, j'avais vraiment, j'ai eu l'expérience full beast Spartan très difficile. Et j'ai envie de te demander, est-ce que on a enchaîné toutes les deux Andorre, Morzine. Comment tu as fait en terminant Andorre pour préparer Morzine? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as subi la même chose? Comment tu t'es senti par rapport à Morzine qui est semblable, mais quand même, on va dire, peut-être plus simple? Comment tu la compares, toi? Bah, déjà, ça m'a pas du tout rassurée, en fait, de faire Andorre avant Morzine, sachant qu'il y avait que 3 semaines d'écart entre les 2. Ah oui, c'est Et vrai? et oui, oui, c'était très rapproché. Et en fait, je m'étais inscrite aux 2 avant de faire Andorre, donc j'avais pas encore conscience de ce que ça allait être une piste. Et quand j'ai fait Andorre, je me suis dit: «Mais en fait, dans 3 semaines, j'aurais peut-être même pas récupéré et qu'il va falloir recommencer». Et pareil, les gens m'ont stressée, ils m'ont dit: «Non, mais tu verras la pointe d'oignon, c'est encore pire, tu vas mourir», et franchement, je te jure, j'étais encore plus traumatisée en prenant le départ en plus à Morzine, surtout que je m'étais inscrite en élite du coup à Morzine, alors que j'avais fait en âge groupe, sur Andorre. J'avais pris un petit trip en upgradant mon ticket et du coup, mais j'étais stressée de me retrouver parmi toutes les machines, et tout. Et finalement, bah, Morzine m'a rassurée et m'a excuse-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Du coup, Morzine m'a rassurée, je me suis dit: «OK, en fait, une piste, c'est dur, mais c'est cool», et je me rappelle que sur, Morzine, j'avais dû mettre une demi heure de moins et je me suis dit: «Waouh, OK, en fait, tout est différent. La piste, c'est pas juste une piste. Il y a une adaptation constante, il y a un terrain différent, il y a plein de choses qui sont, différentes, donc en fait, je peux kiffer une piste». Et voilà, en tout cas, c'est très loin maintenant, en fait, pour avoir des souvenirs vraiment, précis de ce que je pensais à l'arrivée, mais je me rappelle que ça m'a vraiment fait du bien, cette bise à Morzine, contre toute attente. Donc toi, tu l'as préféré à Andorre, finalement. C'est pas que j'ai préféré, c'est que Andorre, ça a été, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à partager sur Andorre, c'est que ça a été tellement chaotique. Je pense qu'on a fait la même année, il faisait extrêmement sec, tu l'as dit tout à l'heure, et comme toi, je passais pas beaucoup les obstacles de grippe à cette époque-là. Je les passais, mais c'était, limite, limite,
Et je me rappelle qu'il y avait le Monkey Bar qui était en plein cagnard, avec des barres quand même qui étaient sur plusieurs niveaux. Donc, fallait un petit peu envoyer quand même du balancé pour aller chercher quand même les barreaux à l'étage supérieur. Et il faisait tellement chaud que mes mains ont fait un effet fer à repasser sur une des barres du Monkey et ça m'a littéralement arraché la peau des 2 mains. Mais en entier, hein. C'était pas le petit steak qu'on a en haut de la main comme ça qui fait mal quand on va sous la douche se faire le prochain shampoing. Non, là, clairement, toute la peau de chaque paume de mes 2 mains se sont complètement arrachées. Et il restait 7 obstacles derrière, Oh. dont une montée de corde, dont la palissade aussi avec la corde où on doit se tracter, qui est pas dur en soi, mais quand tu n'as plus de peau sur les mains, c'est compliqué. Le Z-wall, donc l'espèce de mur d'escalade en Z, pareil, ça devenait, enfin, les coins des prises d'escalade me cisaillaient la peau, enfin le reste de peau que j'avais, c'est-à-dire plus beaucoup. J'avais vraiment le sang qui dégoulinait sur les avant-bras, quoi. Oh, quelle horreur. Et comme Oh, les quelle horreur. et que je pouvais plus rien faire, bah, je faisais les burpees en mettant les mains à l'envers parce que je pouvais même pas toucher le sol pendant les burpees. Et je pleurais, mais je voulais aller au bout. Cette course, elle avait tellement été éprouvante que je voulais aller au finish. Je voulais, pour le coup, je m'attache pas trop aux médailles et au matériel, mais là, je voulais la médaille parce que c'était ma première biste et que j'avais pas passé 4 heures en montagne à en chier pour arrêter alors que je voyais le finish juste devant mes yeux. Donc j'ai vraiment continué cette biste jusqu'au bout et voilà, j'y ai laissé, il y en a qui disent on y a laissé des plumes, bah moi j'y ai laissé ma peau au sens propre. Mm. Voilà, du coup cette biste d'Andorre avait été tellement compliquée au niveau mental aussi sur le finish que Morzine, je pense que j'ai d'autant plus apprécié que bah, j'ai fini en bon état, quoi. Et alors là, on a parlé des 2 pistes qui sont les plus grosses montagnardes que nous, on ait faites. Il y en a d'autres, notamment Caprin, en Autriche, qui a été le site du championnat d'Europe pendant pas mal d'années. Je pense que celle-ci, elle est quand même aussi super sympa, assez challenging et aussi belle. Ce qui est vrai, c'est que Morzine, c'est quand même une course magnifique. Le fait d'arriver Oui. en haut, à la pointe de Nyon, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me rappelle en avoir vraiment souffert de cette montée. Parce que pareil, je faisais pas assez de montée longue. J'ai pas de terrain d'entraînement proche. Et puis, c'est pas mon kiff que de marcher longtemps en montagne, d'avoir un rythme de marche actif, plié avec le dos entre guillemets courbé. C'est pas du tout mon style d'entraînement. C'est pas ce que j'aime. J'ai pas de terrain pour. Mais c'est vrai qu'arriver en haut, je me suis dit, eh ben, vu que j'ai galéré, que de toute façon j'ai perdu toutes mes places en élite, eh ben, autant profiter de la vue. Et j'avais même envie de ouvrir le pique-nique et puis voilà, prendre un sandwich, regarder la vue et terminer la course en haut, quoi. Voilà. Et puis j'aurais pris un télésiège pour descendre. Un jour on fera ça, on s'inscrira en open, Un jour sinon on on va fera être ça. mais on pourra faire ça. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Et oui, et je pense que toi aussi, en descendant, je me rappelle si on a fait la même année, tu dois avoir ce même souvenir. On arrive à la pointe de Nyon et on descend et là, on a la traversée du lac dans la Ouais. descente. Et ça, j'ai ce souvenir que c'est vraiment magnifique parce qu'il y avait un soleil resplendissant. L'eau était vraiment super transparente. L'eau était vraiment très, très bonne Très bonne. aussi. Et voilà, j'ai ce souvenir de ça un peu comme une oasis en plein milieu du désert. Je ne sais pas si tu as aussi ce sentiment, mais c'est vraiment Complètement. un truc unique dans cette course à Morzine, cette traversée du lac. Ouais, et nous on l'a eu dans, entre guillemets, moi ce que j'appellerais le bon sens, c'est-à-dire après la descente, après la montée, Mhm. pardon, dans le début de la descente, donc ça fait juste du bien de passer dans l'eau. Ça redonne un coup d'énergie dans les jambes, dans le corps en général, et en fait ça redonne l'entrain pour terminer la descente, quoi. Moi Exactement. j'ai une question, Clémence. Là, on a parlé beaucoup des montagnardes, et toi tu as fait des beaucoup plus plates, que sont Barcelone, potentiellement Carca, on en a parlé. On a fait Lati l'année Là, dernière en août. ouais, En toutes les deux, championnat du monde. Ouais. tu fait Championnat d'Europe, pardon. as fait une très belle performance d'ailleurs dessus sur Lati. Bah, je vais te laisser toi raconter un peu Lati, vu que tu l'as vécu en tête de course sur ces championnats d'Europe, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Ouais, alors moi, mon point de vue, en fait, c'était de dire, il y a vraiment 2 types de pistes. Celles qui sont montagnardes, où finalement, c'est le principe de la piste, c'est une montée avec quelques obstacles, et puis la descente avec beaucoup d'obstacles en bas ou même en général au cours de la descente. Et la montée en elle-même, qui est souvent de 1500 mètres, fait partie de la course comme étant un obstacle, c'est-à-dire que c'est vraiment une difficulté majeure de la course.
et les pistes entre guillemets plates ou semi-plates. Donc, par exemple, Esterel, c'est pas non plus hyper plat, mais il y a 800 de D+, sur 23 bornes. En fait, les 800 de D+, on les fait en 3 côtes, réellement. Et ce sont effectivement des petits murs, ces 3 côtes à Esterel. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment les courir, ou on peut les courir, mais on finit quand même bien courbé. Les pistes comme Morzine ou Andorre, Montagnarde, en vrai, on ne court pas, on marche. Et après, les plus plates, finalement, c'est 3 profils de pistes différents qui demandent 3 types d'entraînement différents et des compétences complètement différentes. Et moi, par exemple, Lati, c'était complètement plat. Il y avait littéralement pas de D+, quoi. C'était peut-être un peu de D+, au début. C'était en mode cross. Il y avait dû avoir peut-être 200 ou 300 mètres de D+, à peine sur le début et un peu à la fin. Et en fait, ouais, ça jouait dans mes forces parce que moi, c'est ce type de terrain que j'entraîne à Paris. Il y a que des montées qui font 3 minutes max. Tu relances en descente. Potentiellement, un peu, quand je vais faire du trail, je peux avoir une montée qui fait, allez, 10 minutes, mais max, quoi. Donc, c'est 2 bornes. Donc, effectivement, pour moi, Lati, c'était tout bonus parce que c'était limite de la course sur route, quoi. Ouais. Ah bah je pense que t'aimerais bien Carcassonne parce que même s'il y a un peu plus de dénivelé qu'à Lati, c'est quand même un peu plus cross que Lati, il y a quand même que des montées courables, entre guillemets. Ouais. Et c'est vraiment un format. Ceci dit, c'est un peu pareil aussi à Orthez. Barcelona, je pense qu'il y a un peu plus de murs. Mais j'ai quand même pas non plus la sensation qu'il y avait tant de dénivelé que ça. Mais Orthez et Carcassonne se ressemblent assez et il n'y a pas non plus masse de dénivelé. Je dirais qu'il y a à peu près 600, entre 600 et 700 pour chacune des deux. Et c'est très bien réparti. Orthez, il y avait 3 ou 4 montées qui étaient vraiment assez régulièrement disposées sur la course. Et Carcassonne, c'est vraiment des petites bosses, quoi. Donc, je pense que les deux seraient aussi dans tes cordes. Oui, j'aimerais bien faire plus de pistes qui sont de ce type-là, c'est-à-dire profil cross. Moi, j'appelle ça profil cross, avec des petites montées-descentes. Pour moi, le meilleur entraînement pour ça, c'est de faire des répétitions de montée-descente active. Ça veut dire que la montée, elle fait entre 2 à 3, 4 minutes grand max, souvent 3 minutes en fait. Et la descente, elle est active, ça veut dire rapide. Donc, on ne se repose pas en descente, en fait, on relance. Et c'est souvent ce que demande le type de course comme Carcassonne. Euh, Et l'autre type que j'avais à Lati, où là, finalement, il y avait 2-3 parties où ça faisait vraiment montée-descente. Mais là, les montées étaient carrément d'1 minute. C'était juste qu'elles s'enchaînaient. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment être super capable d'enchaîner on va dire, la déchirure musculaire que tu as pendant la descente avec le fait de repousser sur tes jambes pendant la montée. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande montée longue pour s'entraîner sur ce type de course-là. Et après, il faut savoir aussi relancer sur du plat après avoir subi les petites montées-descentes. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose de plus cardio, de plus travailler entre le seuil et la VMA. Savoir aussi quand se reposer, quand repartir un peu sur du seuil bas, il faut que j'arrive à récupérer pour pouvoir réattaquer. Et finalement, c'est vraiment réussir à jouer entre ces intensités-là sur ces types de pistes. Et ces types de pistes, elles durent maximum 3 heures, mais en élite, elles sont claquées normalement en 2h20, 2h30, 2h40 grand max, pour les plus compliqués. Donc moi, c'est vraiment mon profil. Et ce que j'adore faire, c'est juste des séances d'intensité en alternant seuil et VMA. Donc j'augmente, je fais au seuil pendant 3 minutes, puis j'accélère 1 minute VMA et je retourne 3 minutes au seuil. Et si j'arrive à faire ça sur de la montée, en alternant vraiment 2 minutes ou 3 minutes à fond de montée et 1 minute à fond de descente, 1 minute cool de descente, ça me permet de répéter ça plusieurs fois et vraiment d'être hyper propre pour les Spartans. Et là, tu vois, celle qui vient à l'esprit pour moi, c'est Esterel, qui est littéralement entre ces plates, semi-plates et les montagnardes, parce que c'est quand même 800 de D+, sur 23 bornes, et il y a quand même 3 murs qui pour moi ne sont pas vraiment courables. Et là, ça demande un effort, je me rappelle, c'est quand même 5 minutes de montée à peu près, 5 à peut-être même 10 minutes le premier mur sur Esterel. C'est pas vraiment un mur que tu peux courir, mais ça dure très longtemps, il y a bien un bon kilomètre et demi de montée. Et ça, pareil, il faut réussir à ne pas aller chercher le côté VMA dans l'effort, donc le moment où vraiment tu trouves que tu pousses trop. Et je me suis cramée 1 ou 2 fois sur Esterel, ça fait au moins 4 ou 5 années que je la fais. Et la dernière année, c'est là où j'ai mieux réussi, parce que je suis restée dans de l'actif, donc c'était pas facile, c'était pas confort, c'était pas de l'EF, je marchais pas, mais c'était pas non plus du seuil hyper haut, j'étais vraiment dans tu vois, sur du plat, j'aurais dit allure marathon, c'était du seuil intermédiaire, je dirais pas bas non plus, parce que je voulais être devant, je voulais imprimer l'allure. J'étais avec Catherine à l'époque en concurrente,
et j'ai réussi entre guillemets, à la maintenir à une bonne allure. Donc pour moi, ça, c'est assez intéressant parce que ce type d'effort comme Estérel, tu peux autant préparer ces efforts-là en faisant du fractionné en montée, comme je vous ai dit avant, donc un peu en mode répétition, montée, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, en ayant une descente active, et mixer avec des montées un peu plus longues, où là, tu vas pas chercher trop d'intensité, tu vas chercher de la montée sur 5 minutes, en étant un peu moins... tu peux avoir moins d'inclinaison de la pente et moins d'intensité. Et en fait, en faisant un mix de ces deux séances-là, tu vas réussir à faire Estérel et à la faire bien. Mais ce qui manque dans tout ça, pour moi, c'est ce qu'on a dit, c'est notre terrain d'entraînement où tu vas vraiment soit faire du très très long avec des pentes variées, vraiment monter sur 5 bornes, 6 bornes. Je sais que quand tu vas en Suisse, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça s'appelle plutôt, moi, de la rando trail, parce qu'on n'a pas encore le niveau de courir sur autant de Mhm. temps, où les gens aiment vraiment faire du très très long. Ou alors vraiment te taper un mur qui n'est pas courable, ou vraiment, c'est-à-dire que tu marches plié, ou alors tu fais vraiment un tout petit peu de course à pied, mais c'est histoire de dire que tu t'es propulsé, quoi. Et Ouais, ça, c'est pareil. Comment? Ça dure 3 secondes et après, Voilà. Et après, tu t'es passes cramé. 30 secondes, voilà, exactement. Et ça, c'est pareil, c'est un travail, donc c'est un vrai travail de trail. Et la marche est une compétence en trail qu'il faut réussir à faire, mais dans des endroits particuliers. Donc, si tu n'as pas ce qu'il faut à côté, bah, faut quand même aller chercher les 2 kilomètres de montée avec une pente à 10-15%, tu vois, qui varie entre 3 et 15%. Faut avoir les terrains de jeu. Et ça, pour moi, c'est le truc spécifique à aller travailler quand on va faire de la montagne ou des murs comme Estérel pour être vraiment hyper efficace là-dedans. Ouais. Quoique Estérel, encore, on peut s'en passer parce que comme tu On peut disais, s'en c'est passer. une montée quand même assez douce. Elle est longue, mais elle est assez douce. C'est pas un mur, c'est Il y a un courable. seul mur. Il y a un On a seul mur, réussi. c'est la troisième. Ouais, la troisième montée où là tu. Mais il dure pas longtemps. C'est juste qu'il est Oui, un peu voilà. ardu. Du coup, c'est quand même courable parce que ça dure pas longtemps et que tu vois le haut. C'est ça. Franchement, je mets pas du tout Estérel dans le même bain que Morzine pour le Moi non coup. plus. Je mets plutôt dans le même bain Estérel que Barcelona. Franchement, les deux sont Ouais. peu un peu montagnarde, mais pas trop. Et c'est vrai que Barcelona, il y avait aussi des moments où tu te tâtes à marcher, où tu sais pas trop, en fait. Tu te dis, est-ce que là, j'envoie et tant pis, on verra en haut de la montée ce que ça donne, ou est-ce Mm. que je me préserve un peu parce que ça commence à taper sévère, quoi. Il y a un peu ce dilemme aussi, quoi. Et pour faire la transition, du coup, sur. Tu as dit, est-ce qu'on se préserve en haut de la montée, ça va taper. Comment tu gères, toi, l'enchaînement avec les obstacles? Parce que sur une piste, il y a énormément d'obstacles. Il y en a plus que sur une super, et notamment, il y a plus d'obstacles de suspension. Il n'y a pas de différence pour moi sur ma gestion par rapport à une super. J'arrive même mieux à gérer les obstacles sur une piste parce que justement, on est un peu moins haut en termes de rythme cardiaque pour tenir sur la longueur. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus zen à passer que quand tu es à 185 BPM en stress parce qu'il reste plus que 500 mètres, que on est encore toutes présentes dans le même peloton. Du coup, j'appréhende vraiment tranquillement les obstacles et en général, même s'il y en a plus, je suis pas cramée dessus, quoi. Toi, t'as une différence pour ça ou pas forcément? Ouais, moi, j'ai plus d'appréhension sur les obstacles pour une piste parce que la Oh. pénalité. Me paraîtra en fait une plus grosse pénalité que sur une super, parce que ça fera rajouter du run. Et donc, je trouve aussi que les obstacles de bis sont plus compliqués en termes de suspension, ce qui est normal, et ce qui est vraiment super intéressant d'un point de vue effort et d'un point de vue Spartan. Je sais que notamment pour moi, celui qui est challenging, ça va être les monkey bars longues et qui sont souples. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Hanger. Voilà, le Hanger. Et je trouve que celui-ci, C'est une échelle molle. J'explique pour ceux qui connaissent pas encore bien les noms des obstacles, mais c'est comme une échelle de singe classique, mais sur deux espèces de cordes un peu molles. Et du coup, ça crée en fait un espèce de déséquilibre et déséquilibre. d'instabilité. Exactement. Et ça monte et ça redescend. Donc la montée peut être un petit peu éprouvante pour certains quand tu es un peu à bout physiquement. Après la descente en général, une fois que tu as fait la montée, la descente, elle va toute seule. Exactement. Et c'est vrai que pour moi, la montée est compliquée. Et ce que tu disais sur les rythmes cardiaques, vu que je suis plus haute que toi au rythme cardiaque, en général, j'ai cette appréhension de ah, il me manque cette petite extra force, impulsion. J'ai peur de rater le barreau, de faire un mauvais geste parce que mon cardio est un peu haut. Et donc, j'ai une appréhension là-dessus. Et l'autre point étant s'il y a des gens dessus, souvent ça bouge. Oui,
Ça, c'est vraiment un truc gênant sur cet obstacle. Il faut absolument pas que quelqu'un prenne la même line que nous. Mm. Si quelqu'un se lance derrière, ça peut être extrêmement gênant, surtout si tu as quelqu'un qui fait 2 fois ton poids, qui se lance sur le Uppenger sur la même ligne. Donc voilà, s'il y en a qui écoutent et qui avaient tendance à prendre les mêmes lignes, prenez celles qui sont disponibles. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple à passer comme obstacle quand on est seul sur sa propre ligne. Et ma petite technique, ça serait de dire que si c'est sec, en vrai, les premiers barreaux, on peut en sauter un, c'est relativement facile. Pendant la montée, je dirais assuré. On peut même essayer de se mettre, pas de face, mais légèrement de biais. En fait, de pied, c'est un peu plus simple d'enchaîner les barreaux. Et de bien sécuriser la fin de la première slave de montée. Une fois qu'on a redescendu, ça va aller mieux. Donc vraiment, on peut se mettre sur le côté et essayer d'éviter en fait de faire trop une main par une main et de matcher les mains parce qu'en fait, c'est quand même long comme obstacle. Vu qu'il y a 2 pendants, 2 passages, 2 tiers, ce que j'appelle. Donc voilà, je dirais ça, c'est le premier truc. Est-ce que tu as un autre obstacle que tu trouves un peu challengeant ou que tu aimes bien sur la piste, que tu ne trouves pas sur la super? Ouais, moi j'ai un petit problème avec le tyrolian traverse. C'est une corde qui est suspendue entre guillemets À à l'horizon, l'horizontale. voilà, mais elle pendouille quand même un peu. Et je trouve que cet obstacle, il n'est pas dur techniquement, mais il est éprouvant physiquement. Et c'est un truc, moi, qui me crame à chaque fois. Et je suis assez lente dessus. À Orthé, notamment, j'ai perdu 4 places, je crois, sur cet obstacle que j'ai rattrapé après derrière. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai vu ma course chuter, quoi. J'étais en pole position avec Queenie. Et je me retrouve à sortir 5e après cet obstacle, ce qui est vraiment énorme, en fait. Ouais, il faut effectivement se mettre en mode cochon pendu sur cette corde et ensuite avancer en tirant les bras et en jouant des mollets et des chevilles sur la corde, en alternant les pieds vraiment Ouais, mais pour ça brûle. avancer. Ça Ça brûle. brûle. Moi, j'ai Ouais. vraiment la peau qui, à chaque fois, en fait, j'ai des espèces des croûtes ou des fois ça saigne même derrière mes genoux tellement je trouve que ça fait mal en fait. Je dois avoir la peau fine, je sais Il y pas, a une, mais il y a une autre technique en fait, c'est de justement ne pas aller jusqu'au genou et le laisser au niveau du mollet pour sécuriser parce que la cheville, ça peut être tendu, c'est-à-dire qu'on peut rater la corde et ou ripper sur la corde et en fait le pied va retomber et donc si on touche par terre, c'est perdu, même si on a encore un pied sur la corde. Et donc le but, enfin, en tout cas moi la façon dont j'ai de le faire, c'est vraiment de lancer mon pied l'un par-dessus la corde de l'autre, on va dire au niveau du mollet. Mais par contre, ça tape. Ça veut dire qu'en fait, ça crée des bleus au niveau du mollet. C'est comme si on tapait vraiment sur le mollet et ça, c'est fatigant. Donc, je suis d'accord avec toi, l'obstacle est éprouvant physiquement, ouais, même ouais, s'il n'y clair. paraît pas. J'essaye d'économiser moi ma peau donc sur la première partie, donc, jusqu'où je peux, je tire qu'avec les bras. Je Ah ouais. bloque la corde dans mes 2 chevilles et je fais une espèce de croix, je fais une espèce de croix avec mes pieds pour que du coup ça sorte pas et je rame comme ça avec mes bras. Hmm. Et là, je me tire, je me tire, je me tire jusqu'où je peux. Et dès que j'en peux plus au niveau des bras, bah, je fais le mouvement que tu disais. Mais effectivement, moi, je coince derrière le genou par sécurité, par peur que même le mollet ne suffise pas. Et peut-être que ça me coûte du coup du temps. Mais effectivement, je me sens plus sereine en tout cas de faire ça parce qu'on a vraiment un gros blocage si on le coince derrière le genou, quoi. On est sûr de ne pas chuter. Et le dernier obstacle qui est spécifique Beast, après tous les autres sont plus ou moins présents entre la super et la Beast en fonction des pays et des destinations. Le dernier obstacle spécifique Beast, c'est le multi-rig qui a les cordes à la fin en plus des anneaux. Dans une super, il y a la barre de fer, les anneaux Et fin de et les l'histoire. corps. Et voilà, c'est fin de l'histoire. Et là, en fait, ce qui est intéressant en fait sur ce multi-rig en Beast, c'est qu'ils peuvent être un peu, on va dire, fourre-tout. Donc moi, j'ai déjà vu une barre latérale, puis après une barre monkey bar, des anneaux, des cordes. J'ai aussi vu que sur certaines destinations, ils commençaient par les cordes ou par les anneaux. Enfin, il y a vraiment un peu de tout sur ce multi-rig. Et ce que je trouve hyper intéressant finalement, parce que ça crée de la surprise, je trouve que le multi-rig n'est pas si compliqué finalement l'un dans l'autre. Les agrès, une fois qu'on arrive à les passer, ça marche bien. Et c'est pas moi le plus stressant, mais j'adore cette espèce d'effet surprise de ah, comment est-ce qu'ils vont avoir fait le multi-rig. Et j'ai envie de donner mon petit secret là pour le multi-rig. La façon de le passer, en fait, c'est d'arriver à maîtriser l'isométrie sur les cordes ou sur n'importe quel agrès. Donc c'est vraiment cette capacité à monter tout en haut, à bloquer, donc monter en traction tout en haut, bloquer les points au niveau de sa poitrine
et dégager même un quart de seconde une main. Et donc se tenir à une main, moi j'appelle ça un lock-off, et réussir à dégager une main et maîtriser ce changement de main d'agrès. En fait, donc il y a une fois j'ai la main gauche qui tient l'agrès et la main droite qui va chercher celui d'après, donc l'anneau ou la corde. Une fois c'est la main droite. Et une fois qu'on arrive à maîtriser ça, finalement le multirig il est tout le temps maîtrisé, il est tout le temps sécurisé. Donc c'est vraiment un obstacle qui est pas si compliqué. Il faut aller le travailler à l'entraînement. Et ma façon de faire, c'est vraiment très simple. C'est chaque renforcement musculaire que je fais à chaque session, je fais une alternance de 15 secondes d'isométrie. Et après, je descends à 90 ma traction et je reste à 90. Puis je remonte en haut ma traction et je garde qu'un bras et j'alterne mes bras en lâchant la barre de traction ou l'agrès si j'ai un anneau. Et en fait, si on met ça un peu dans son entraînement tous les jours ou à chaque fois qu'on va le faire, on verra que finalement le multirig il va venir assez facilement par la suite. Je sais pas comment tu l'appréhendes, toi, le multirig, Clémence. Écoute, je prends note de ton entraînement parce que moi, j'ai pas d'isométrie. Je suis extrêmement nulle en tout ce qui est gainage, isométrie et compagnie. Du coup, moi, je prends des techniques vraiment avec du gros ballon. En fait, si par exemple, il y a 3 cordes à Carcassonne, je les passais vraiment facilement en faisant un gros balancé depuis le dernier anneau, en allant choper directement la 2e corde. Et au final, qui te permet de te balancer jusqu'à la cloche. Donc en fait, je squeeze carrément en fait le problème. Ouais, effectivement. Mais du coup, comme il y a quand même souvent un nœud en bas de cette corde, et bah, tu peux quand même te permettre d'avoir les 2 mains sur ce nœud. Le fait d'avoir 2 mains dessus, d'ailleurs, ça sécurise la main d'en dessous. Donc, on n'a pas cet effet glissement de main qu'on peut avoir sur une corde où il n'y aurait pas de nœud. Et du coup, ça me permet vraiment d'aller toper la cloche, quoi. Donc voilà, à voir si ça se passe comme ça, si on déconstruit un peu le multiring ou s'il y a 5 cordes d'affilée, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est gérable sur un enchaînement de 3 cordes. Vu que de toute façon, quand on passe les anneaux, on saute un anneau, je pars du même principe en fait en fonction des cordes. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 techniques. Et la tienne où tu es vraiment pendu en mode singe demande d'avoir un grip vraiment maîtrisé, une épaule aussi engagée et le fait que les agrès soient secs, relativement secs. Parce que je trouve qu'à Valmorel, par exemple, les agrès n'étaient pas secs et les anneaux, C'est parce que tu as oublié tes gants en latex. c'est vrai, j'ai oublié mes gants en latex. Je te jure, moi, le seul obstacle que j'ai passé vraiment facilement à Balmorel, c'était celui-là, quoi. Avec les gants, c'était vraiment incroyable. Le dernier effet enfin le dernier paramètre dont on n'a pas parlé, c'est la météo. Moi, j'ai fait que des pistes sous du grand soleil. Et en partant en élite, on part à 8 heures, donc fondamentalement, on est quand même protégé du soleil plein cagnard, parce que en général, c'est terminé par 11h30, midi. Et je trouve que la météo, c'est le dernier paramètre qu'on ne peut pas vraiment entraîner. Et c'est là où, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est que si je vais faire des sorties de trail, j'essaye de les faire quand même à 8 heures du matin ou 9 heures. Et puis, certaines, je me force à les faire en EF, mais de les faire à 11 heures, quoi. Et de m'acclimater aussi à la chaleur pour pouvoir simuler au maximum l'effort d'une piste. Je trouve vraiment que simuler au mieux et avoir un vrai entraînement d'effort de piste, c'est très très difficile. Et à chaque fois, pour moi, les pistes, ça a toujours été des efforts qui ont fini par me faire dire oh là là, mais je n'ai marre, je ne veux plus jamais faire de Spartan tellement c'est difficile, quoi. Bon, de toute façon, ton prochain objectif, normalement, c'est une super. C'est Sainte-Croix. Effectivement, donc là, on va terminer la série d'entraînement du long et on repart sur du court. Toi et moi, on fait Sainte-Croix. Donc Sainte-Croix, c'est la première série suisse. Et ensuite, on va enchaîner sur Morzine. Donc 2 super, un profil un peu différent. Sainte-Croix, il y aura quand même 700 D+, donc une belle grosse montée. Voilà. Mais ça restera que 12 km, donc une montée, une descente. Et puis Morzine, il n'y a que 350 mètres une montée en pente douce qui est courable. Donc c'est pas non plus très difficile à Morzine, la super. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus mon style en mode on va s'arracher, on fait du seuil haut et de la VMA et voilà. Ouais, c'est clairement ton terrain, c'est clairement pour toi, quoi. Exactement. Je on te aura le temps redoute. d'y revenir. Je te redoute, Camille. On aura le temps d'y revenir. On ira le temps d'y revenir. Il y a un gros week-end à Morzine et les prochains podcasts parleront exclusivement de la préparation de ce super week-end à Morzine, que ce soit côté ultra, côté super, et comment est-ce qu'on profite au max de ce bel événement et vraiment de ce temps fort de la série française. Et on peut passer à nos rapid fire questions.
Alors, du coup, on a une petite tradition, Camille. C'est la closing tradition pour terminer en beauté les rapid fire questions. Spécial Beast. Alors, vu qu'on est dans le gros format aujourd'hui, tout va grossir. C'est mon concept. La première question. Tu préfères faire une Beast avec 5000 de D+, ou une Beast avec 600 de D+, mais sous la tempête de pluie? 600 de D+, et tempête de pluie. Les 5000 de D+, c'est non pour moi. Je déteste ça, je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, je sais pas comment tu cases 5000 de D+, sur 25 bornes, qui est le format d'une Beast. C'est des kilomètres verticaux sur kilomètres verticaux, mais voilà, comme tout doit grossir, j'y suis pas allée de main morte. Deuxième question. Tu préfères passer un triple Olympus ou un Monkey avec 10 cordes d'affilée à la fin? L'Olympus, moi, c'est un obstacle que je maîtrise totalement, que je trouve pas compliqué. Il y a une technique très simple à avoir, en étant collé au mur et en faisant une ou deux tractions de temps en temps. Donc ça, je veux bien du triple Olympus. En plus, ça peut être marrant de changer un peu ces techniques. Les 10 cordes, franchement, je travaille bien l'isométrie, mais enchaîner 10 cordes, ça demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'isométrie et de force de préhension. Ok, intéressant. J'aurais peut-être pris les 10 cordes, moi, pour le coup. Je sais pas, j'avoue, je me tâte. Je sais T'aurais pas. fait le singe, toi, au bout des 10 cordes, là. Je te vois bien faire la Ouais, petite singe. possible. En fait, si je pouvais les tester, j'aurais pu donner vraiment un jugement sur ce truc. Mais je trouve que ça se vaut assez en termes d'engagement sportif. Alors, question suivante. Une course avec 6 javelots, donc durant la course, et burpees en pénalité, ou une course avec 3 km de portée de chaîne d'affilée? Écoute, je vais prendre les 6 javelots parce que comme ça, au moins, au bout d'un moment, je suis sûre d'en réussir, tu vois. Avec l'entraînement de la course, ça sera plus que tout mon entraînement de toute ma vie de Spartan. Donc, sur les 6 javelots, j'ai au moins l'espoir d'en mettre 3, on va dire. Ça te fera quand même 90 burpees s'il y a 6 javelots et que t'en loupes 3. Ouais, mais c'est l'équivalent de faire 3 km de portée de chaîne. La chaîne, c'est le truc le plus lourd en portée. Non, non, c'est Ok, mon javelot. c'est vrai, c'est vrai. En fait, tout dépend de si tu as une réussite au javelot ou pas. En fait, je pense Oui. qu'en fonction des personnes, la réponse peut être hyper diverse. Mais il y a un moment, enfin, t'arrives à le planter, ton javelot, franchement. 6, quand même. 6 échecs. C'est pas possible. À 6 échecs, ça te fait quand même 180 burpees. Ça commence à être ton axe, quoi. Question suivante. Faire une biste en entier avec un gilet lesté de 10 kilos ou faire une biste en été mais avec un pull en laine d'hiver que tu peux pas enlever? C'est pareil. Ça finit par au même, en fait. Le pull d'hiver, il termine à 10 kilos avec ta sueur. Je prendrais le gilet lesté. Le gilet lesté est plus ergonomique, finalement. Ouais, mais par contre, c'est quand même 10 kilos, quoi. 10 Ouais. kilos, c'est pas rien pour faire une biste. Tu te vois faire Andorre avec un gilet lesté de 10 kilos? Écoute, Probablement pas. Ok, soit. Moi, je prends le pull en laine, vu que je sens pas la chaleur. c'est vrai. C'est marrant, Grand. Ouais, t'as de la chance. on n'a pas du tout les mêmes choix sur ces questions, c'est très intéressant. Et la dernière, tu n'as pas de ravito pendant 30 kilomètres, et quand tu en as un, tu as de l'eau fraîche trop bonne, ou alors, tu as de l'eau quand tu veux sur le parcours, mais c'est de l'eau uniquement chaude. Eau chaude. En fait, le fait de pas du tout pouvoir s'hydrater, c'est le pire c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Donc, l'eau chaude n'est pas un problème. C'est juste dégueulasse et c'est pas confort. Et bon, à la rigueur, tu peux avoir des troubles digestifs. Et encore, je suis pas sûre. Alors que pas d'eau et ensuite de l'eau très fraîche, tu es sûr d'avoir des troubles digestifs. Et surtout, 30K sans ravito, honnêtement, tu finis très mal et je suis pas sûre que tu arrives aux 30K. Ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû mettre 20K. Ça aurait peut-être été un dilemme plus intéressant. Oui, ça aurait été plus difficile. Mais en vrai, l'eau chaude, franchement, quand tu fais une bise, moi, mon eau, elle est chaude dans mes gourdins. C'est pas faux. Donc en fait, cette question est du déjà vu. C'est Exactement. ok, bon bah parfait, t'as survécu à mes questions spécial beast. Et du Il coup, n'y en a bah, aucune que j'ai envie de vivre, hein, par contre. Et on fait en ah sorte oui, que non, ça n'arrive pas. Hein. bah, de toute façon, le tu préfères, il n'est pas fait pour être réalisé. Quoi qu'il y en a qui ont déjà fait des ultras avec des gilets lestés de 10 kilos. Je pense qu'il y a déjà eu des 3 km de portée de chaîne, j'en sais rien, ça a Oui, déjà dû arriver. oui. Je pense que les Mais Hurricane Heat, là, les HH, elles doivent être à peu près de ce gabarit-là.
tu vois. Ne donnons Ouais, pas trop d'idées à Spartan. Arrêtons-nous là-dessus. et du coup, moi, je te passe la main sur la deuxième closing tradition, toujours avec mon accent anglais impeccable. C'est la question philosophique. Eh ben, la question philosophique du jour, elle est un peu plus spirituelle. À quoi est-ce qu'on pourrait associer chaque beast en animal totem? Moi, je pense que finalement, mon profil et ma préférence de beast typé plate correspond tout à fait à mon animal totem qui est le cheval, que j'associerais entre guillemets au cheval, c'est-à-dire quelque chose de très rapide, avec pas mal de fougue, où on aime bien quand c'est varié, c'est pas tout plat, on aime bien quand c'est long mais pas trop long. Et finalement, le cheval, il est assez bon pour être entre guillemets rapide et endurant, mais pas sur de la pente. Et il aime pas trop quand ça fait que de varier en mode cross. Donc pour moi, vraiment, cette piste plate, quelques petites montées, quelques petites descentes, mais relativement plates, où on aime bien que ça soit un peu long pour kiffer de la vitesse, mais pas trop long et pas trop intense non plus. Ça correspond tout à fait à mon animal totem qui est le cheval. Ok, Voilà. intéressant. Bah, ça pourrait être vraiment ça, le cheval. Je pense que sur les types cross, ça serait plutôt un félin avec un peu plus de puissance, tu vois, genre type un jaguar ou une panthère. Et sur les types montagne, je verrais plus un chamois, évidemment, forcément. Bien sûr. Chamois, ça sait grimper en montagne. Mais voilà, donc je sais pas si tu es OK avec ces animaux. Ouais, alors peut-être pas un félin pour le cross, parce que les félins, pour moi, c'est vraiment que du sprint. On aurait pu dire un truc genre un Ouais. chien ou un lapin, entre guillemets. Même les lapins, c'est un peu petit, mais un animal qui finalement aime vraiment bien faire rapide, court, rapide, lent, ou voilà, quelque chose qui aime bien aussi un peu plus de boule. L'aspect cross, ça fait un peu l'aspect terrain très varié. Un Donc ouais, loup j'aurais bien vu. peut-être, Ah un oui, un chien, loup. quelque chose comme ça. En plus, d'ailleurs, c'est l'emblème de cette année Ah oui. 2026 sur les maillots. Donc je pense que ça peut être pas mal le loup, ouais. Voilà, et ben, à vous de nous dire en commentaire de cet épisode ce que vous pensez des animaux totems de chaque course et lequel vous correspond. Est-ce que vous êtes plutôt une piste typée cross, une piste complètement plate ou une piste montagnarde? Et du coup, est-ce que ça correspond bien à votre animal totem? Et puis, ben, je pense qu'on va clôturer l'épisode ici. Clémence, est-ce que tu as quelque chose à Allez. rajouter? Et bah, ça serait intéressant vraiment d'avoir les votes pour savoir combien il y a de chevaux, de loups ou de chevreuils parmi vous. De chevreuils, de chamois. C'est la fatigue de fin de soirée. Mais voilà, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse avoir ce petit sondage pour savoir qui l'emporte. Ça serait Et ben, je vraiment très... mettrai ça dans Spotify et puis on attend vos réponses. Allez, bah parfait. À la prochaine alors. On pourra On parler se, de Morcine et de l'Ultra. Il me semble que si on peut pas faire un petit spoil, mais on peut faire un spoil quand même. Effectivement, on se retrouve très prochainement, donc dans 2 semaines, pour parler ultra, préparation de Morzine. Et on espère que vous avez bien couru. Et à très vite. Allez, ciao ciao. Ciao!